J'ai rendu visite à mes parents pour la première fois depuis 1 an. Sur le mur du salon, il y avait 23 photos encadrées, le mariage de mon frère, la remise des diplômes de ma sœur, des vacances en famille. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Ma mère m'a vu les regarder et a changé de sujet. Je suis parti avant le dîner. Je m'appelle Léo. J'ai 29 ans et je travaille comme ingénieur en structure pour une PME à Lyon. J'ai un appartement correct, un chat nommé Biscuit qui me juge constamment, et une petite amie, Sophia, qui est bien trop bien pour moi et me le rappelle au moins une fois par semaine. La vie est plutôt stable en ce moment, mais je dois vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, car ça me ronge. Et honnêtement, je pense que certains d'entre vous pourraient s'y retrouver plus que je ne le voudrais. Alors, laissez-moi vous donner le contexte. J'ai grandi dans un pavillon de banlieue près de Lille. Jolie maison, garage double, la totale. Mes parents s'appellent Henri et Diane. Mon père est un entrepreneur du bâtiment à la retraite. Ma mère est une ancienne directrice d'école. J'ai un frère aîné, Antoine, qui a 33 ans, et une petite sœur, Chloé, qui en a 25. Antoine est dentiste. Chloé vient de finir son master MIF pour devenir enseignante. Ils réussissent tous les deux très bien, et je suis sincèrement heureux pour eux. Je veux que vous compreniez bien cela, car cette histoire n'est pas une histoire de jalousie. C'est tout autre chose. En grandissant, j'étais l'enfant du milieu. Et je sais ce que vous pensez. C'est reparti. Encore une histoire larmoyante de l'enfant du milieu, mais écoutez-moi, car cela va au-delà du simple manque d'attention à table. J'étais le garçon calme. Antoine était l'aîné, le garçon en or qui jouait au rugby à un haut niveau dans le club de la ville et qui a eu une bourse d'études. Chloé était la benjamine de la famille. Douce et pétillante, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Et moi, j'étais juste Léo. J'avais des notes correctes, sans être exceptionnel. Je jouais de la guitare dans ma chambre. J'aimais construire des choses de mes mains, ce que mon père aurait dû apprécier vu sa carrière, mais il n'a jamais vraiment semblé le remarquer. Je n'étais pas un enfant à problème, mais je n'étais pas non plus une vedette. Et dans ma famille, si vous n'étiez pas une vedette, vous étiez du papier peint. Le fait est que ce n'était pas dramatique. Personne ne m'a jamais fait asseoir pour me dire « tu ne comptes pas pour nous ». C'était subtil. C'était ma mère qui allait à chacun des matchs d'Antoine, mais qui oubliait que j'avais un concert avec mon groupe. C'était mon père qui apprenait à Antoine à conduire dans sa vieille berline un samedi matin, puis qui me disait de m'inscrire à l'auto-école quand mon tour est arrivé. C'était Chloé qui avait droit à une fête d'anniversaire surprise pour ses 18 ans, alors que je recevais une carte et une carte cadeau de la Fnac pour les miens. Chaque chose en soi était suffisamment insignifiante pour que, si j'en parlais, j'ai l'air mesquin, et je le savais, alors je n'ai jamais rien dit. Quand je suis parti à l'université, je suis allé à l'INSA de Lyon. Personne de ma famille ne m'a aidé à m'installer. Ma mère a dit qu'elle avait une obligation professionnelle. Mon père a dit que le trajet était trop long. Antoine faisait son internat en chirurgie dentaire et Chloé était au lycée. J'ai chargé ma vieille Peugeot 208 tout seul et j'ai conduit pendant 8 heures jusqu'à Lyon avec un sac de sport et un micro-ondes acheté sur le Bon Coin. Je me souviens d'être assis dans ma chambre d'étudiant cette première nuit, pensant que tout allait bien. J'ai toujours été bien tout seul, et je le pensais vraiment. Je n'étais pas amer. J'y étais juste habitué. L'université a été une période formidable pour moi. J'ai trouvé ma place. J'ai découvert l'ingénierie, qui s'est avérée être faite pour moi. J'ai rencontré Sophia en 3e année. Elle vient d'une grande famille bruyante d'origine italienne, où tout le monde se serre trop fort dans les bras et parle trop fort, et où personne n'oublie jamais un anniversaire. Être avec sa famille, c'était comme entrer dans une maison chauffée après avoir marché dans la neige. Je ne réalisais pas à quel point j'avais eu froid jusqu'à ce que je ressente la chaleur. J'ai obtenu mon diplôme, trouvé un emploi à Lyon et commencé à construire ma vie. J'appelais à la maison toutes les 2 semaines environ. Les appels se passaient bien mais étaient vides. Ma mère parlait du cabinet d'Antoine ou des études de Chloé. Mon père disait quelque chose sur la météo. Personne ne me posait jamais beaucoup de questions sur ma vie. Si je donnais des informations de mon plein gré, comme « j'ai eu une promotion » ou « Sophia et moi venons d'emménager dans un nouvel endroit », je recevais un « c'est bien » ou un « tant mieux pour toi ». Ensuite, nous revenions à ce que faisait Antoine ou Chloé. J'ai commencé à espacer les appels. Toutes les 2 semaines sont devenues une fois par mois.
Une fois par mois est devenue toutes les 6 semaines. Personne ne l'a remarqué. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Il y a environ 1 an, Antoine s'est marié. Un beau mariage à Annecy. J'étais invité, évidemment, mais je n'étais pas son témoin. Antoine avait 4 témoins. Son colocataire de l'université, 2 amis de la fac de chirurgie dentaire, et notre cousin Mathieu. Pas moi, son frère. Quand je lui en ai parlé avec désinvolture, sans en faire toute une histoire, il a répondu qu'il ne pensait pas que j'aimerais être là-haut parce que je ne suis pas vraiment du genre à aimer être sous les projecteurs, ce qui techniquement n'était pas faux, mais ça a quand même fait mal. Je suis allé au mariage. Je me suis assis à une table près du fond avec quelques amis de mes parents. Sophia m'a tenu la main sous la table pendant tout ce temps parce qu'elle voyait bien que je faisais comme si de rien n'était, mais ma mâchoire était tellement serrée que j'aurais pu casser une noix. Après le mariage, j'ai pris encore plus de recul. Je n'ai pas fait d'annonce dramatique. Je n'ai pas envoyé de lettres ni provoqué de grosses disputes. J'ai simplement arrêté de donner des nouvelles en silence. Et voici la partie qui a confirmé tout ce que je soupçonnais déjà. Personne ne m'a contacté non plus. Pendant presque une année entière, je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, à moins qu'il ne s'agisse d'un message de groupe familial pour les fêtes ou de quelqu'un qui transmettait une recette. Ma mère n'a pas appelé pour mon anniversaire. Elle a envoyé un SMS, « Joyeux anniversaire, mon chéri » avec un emoji gâteau à 21h47, ce qui signifie qu'elle l'avait vu sur Facebook et s'était dépêchée. Donc, il y a quelques mois, Sophia m'a convaincu d'aller leur rendre visite. Elle disait que j'étais peut-être trop dur avec eux. Peut-être que je leur manquais et qu'ils ne savaient tout simplement pas comment le montrer. C'est une optimiste, cette femme. Elle voit le bon côté des gens, même quand ce bon côté nécessite une loupe et une prière. Je l'aime pour ça. J'ai donc accepté. Nous avons pris la route pour Lille un vendredi, sommes arrivés le samedi matin et sommes entrés dans la maison de mes parents pour la première fois depuis plus d'1 an. La maison avait la même apparence, la même odeur. Ma mère avait préparé son brunch habituel, des œufs, du lard grillé, et ses viennoiseries industrielles qu'elle achète depuis qu'on est petit. Antoine était là avec sa femme, Colette. Chloé était là avec son petit ami, un certain Côme, qui portait un gilet en intérieur et parlait de crypto-monnaie. Tout le monde m'a serré dans ses bras. Cela a semblé chaleureux pendant environ 30 secondes. Puis je suis entré dans le salon et tout a changé. Il y avait un mur de photos. Vous voyez le genre. Ces grands agencements de photos encadrées de différentes tailles, toutes coordonnées, clairement assemblées avec intention. Il y avait 23 cadres. Je les ai comptés. Le mariage d'Antoine et Colette, plusieurs clichés. La remise de diplôme de Chloé, en toge et mortier, tenant son diplôme, serrant ma mère dans ses bras. Des vacances en famille dont je me souvenais vaguement quand nous étions plus jeunes, sauf que les clichés choisis étaient tous ceux où je devais être ailleurs ou juste hors du cadre. Il y avait une photo de mon père et d'Antoine à la pêche, de ma mère et Chloé dans un vignoble, une photo spontanée de toute la famille à Noël d'il y a peut-être 2 ans, et je n'y étais pas parce que je n'étais pas rentré à la maison cette année-là. 23 photos. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Je suis resté là, à fixer ce mur comme s'il s'agissait d'une exposition de musée sur une famille à laquelle je n'appartenais pas. Et ma mère est arrivée derrière moi, m'a vu regarder et a dit, « Oh, il faudra que je mette ce mur à jour un de ces jours. » C'est un tel désordre. Puis elle a changé de sujet et a demandé si je voulais encore du café. Juste comme ça. Comme si le mur n'était pas une représentation visuelle parfaite de ma place exacte dans cette famille. Comme si ce n'était que de la décoration. J'ai regardé Sophia. Elle m'a regardé et j'ai pu le voir dans ses yeux. Elle avait enfin compris. J'ai dit à ma mère que je ne me sentais pas bien. J'ai dit que nous devions partir. Nous sommes partis avant le dîner. Ma mère avait l'air confuse. Mon père a à peine levé les yeux de son match de rugby. Antoine a dit, « Conduisez prudemment ». Chloé était sur son téléphone. Je n'ai pas dit un mot pendant tout le trajet de retour vers l'hôtel. Sophia n'a pas insisté. Elle m'a juste tenu la main sur la console centrale pendant que je regardais fixement par le pare-brise et essayais de comprendre comment on peut faire le deuil de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Nous sommes restés à Lille cette nuit-là car Sophia avait réservé l'hôtel pour tout le week-end. Elle pensait que nous allions passer du temps avec ma famille. Au lieu de cela,
nous avons commandé le service d'étage et regardé un documentaire animalier sur les pieuvres pendant que je faisais semblant de ne pas rejouer ce mur de photos en boucle dans ma tête. Sophia a fini par dire quelque chose vers minuit. Elle a dit, Léo, je te dois des excuses. Je pensais que tu exagérais peut-être. Je pensais que c'était peut-être juste des histoires d'enfants du milieu et que tu interprétais mal les choses. Mais ce mur, ce n'est pas subtil. C'est un choix. Elle avait raison. Ce mur avait été pensé. Quelqu'un, ma mère probablement, avait choisi chacune de ces 23 photos délibérément. Elle les a disposées. Elle les a accrochées. Elle a regardé cette collection et a pensé, oui, cela représente notre famille. Et dans cette représentation, je n'existais pas. Ce n'est pas un oubli. C'est une déclaration. Mais voici la chose. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas envoyé de message. Je suis retourné à Lyon et j'ai repris ma vie. Je me suis dit que je vivais déjà sans eux depuis 1 an. Alors, qu'est-ce qui était différent maintenant? La différence, je suppose, c'était que maintenant j'en avais la certitude. Avant, je pouvais me raconter des histoires. Ils sont occupés. Ils ne pensent pas à mal. Ils m'aiment. Ils ne le montrent simplement pas bien. Mais on ne peut pas se raconter des histoires quand les preuves sont littéralement encadrées et accrochées au mur du salon. Environ 3 semaines après la visite, ma mère m'a appelé, pas pour parler du mur ou me demander pourquoi j'étais parti si tôt. Elle m'a appelé parce que Chloé organisait une fête d'anniversaire pour ses 26 ans, et qu'il voulait faire les choses en grand parce qu'elle venait de se voir offrir un poste d'enseignante dans une école près de Lille. Ma mère n'arrêtait pas de parler du lieu et du traiteur, et du fait qu'il faisait venir les amis d'université de Chloé par avion. Elle m'a demandé si je pouvais venir et aussi si je pouvais participer au financement de la fête. Elle a dit, tout le monde contribue. J'ai demandé combien. Elle a répondu, 1 000 €. Laissez-moi répéter cela. 1 000 € pour la fête d'anniversaire de ma sœur. La même sœur dont l'existence avait été célébrée chaque année avec des gâteaux personnalisés et des événements surprises d'aussi loin que je m'en souvienne. Les mêmes parents qui m'avaient offert une carte cadeau de la Fnac. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Ma mère a dit, oh, allez, Léo. Ne sois pas difficile. Ta sœur adorerait t'avoir là-bas. Et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, comme si ma présence était une courtoisie et que mon argent était la véritable demande, m'a frappé de plein fouet. Je lui ai dit que je n'étais pas difficile. J'avais juste besoin de vérifier mes finances. Elle a dit, d'accord, très bien. Mais dis-le-moi vite car le traiteur a besoin de savoir combien nous serons. Je n'ai pas rappelé. 1 semaine plus tard, Antoine m'a envoyé un message. Il a écrit, « Et mec, maman a mentionné que tu ne t'étais pas engagé pour la fête de Chloé. Tu viens ou pas ?» Je lui ai dit que je n'étais pas sûr de pouvoir venir. Il a renvoyé un emoji pouce vers le bas, puis plus rien. C'était là toute l'étendue de la tentative de mon frère pour créer un lien avec moi. Puis Chloé elle-même a appelé. Et c'est la partie qui a vraiment brisé quelque chose en moi car jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas de vrai problème avec Chloé. Elle était la plus jeune. Elle n'avait pas choisi d'être la favorite. Mais ce qu'elle a dit lors de cet appel a changé ma façon de la voir. Elle a dit, « Léo, maman m'a dit que tu agis bizarrement à propos de ma fête. » Elle l'a dit exactement comme ça. Bizarrement. Comme si ne pas vouloir dépenser 1 000 € pour la fête de quelqu'un qui ne m'a pas appelé depuis 8 mois relevait d'une sorte de défaut de caractère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, « Chloé, je ne suis pas bizarre. Je ne peux tout simplement pas m'engager pour le moment » et elle a répondu, « Eh bien, ce serait bien si pour une fois tu pouvais être présent pour cette famille au lieu de toujours tout ramener à toi. Je veux que vous réfléchissiez à cela 1 seconde. » Ma sœur, que j'avais soutenue, encouragée, félicitée à chaque étape importante, à qui je n'avais jamais rien demandé, me disait que je ramenais tout à moi. Moi, le type qui n'était sur aucune photo sur le mur familial. Le type qui n'était pas le témoin au mariage de son propre frère. Le type dont l'anniversaire est mentionné comme une pensée après coup sur Facebook. J'étais l'égoïste. J'ai dit, « Chloé, c'est quand mon anniversaire ?» Il y a eu un silence, un long silence. Puis elle a dit, « C'est en automne, non ? Octobre, peut-être. Mon anniversaire est en août. » Elle ne connaissait même pas le mois. J'ai dit, « C'est le 14 août. »
Elle a dit, d'accord, eh bien, je ne suis pas doué avec les dates. Tu le sais, non? Et j'ai dit, oui, je le sais. Je le sais à propos de vous tous. Puis j'ai raccroché. Sophia était assise sur le canapé quand j'ai posé le téléphone. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé parce qu'elle avait tout entendu. Elle a juste ouvert les bras, je me suis assis à côté d'elle, j'ai posé ma tête sur son épaule et, pour la première fois depuis peut-être une décennie, je me suis permis de vraiment le ressentir. Pas seulement le mur, pas seulement la fête, mais tout. Chaque concert manqué, chaque anniversaire oublié, chaque conversation où on parlait plus fort que moi où on m'ignorait, chaque fête où je m'asseyais dans un coin et regardais ma famille s'aimer d'une façon dont ils ne m'avaient jamais aimé. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais je ne pouvais pas. C'est comme si la tristesse était si ancienne qu'elle s'était calcifiée pour devenir quelque chose de solide, logé dans ma poitrine comme une pierre. Sophia m'a frotté le dos et m'a dit, « Tu ne leur dois rien, Léo. » Ça n'a jamais été le cas. Après cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas à la fête de Chloé. Je n'allais pas envoyer d'argent et je n'allais pas m'expliquer. J'avais fini de jouer le rôle de membre de la famille dans une famille qui n'avait jamais pris la peine de me donner un rôle en premier lieu. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas envoyé de messages dramatiques. J'ai juste arrêté d'appeler, arrêté de répondre aux messages de groupe, arrêté de prendre des nouvelles, et encore une fois, tout comme avant, personne ne l'a remarqué. La fête de Chloé a eu lieu sans moi. J'ai vu les photos sur Instagram. Grand lieu, beaucoup de monde, composition florale, une pièce montée à 3 étages. Mes parents étaient rayonnants. Antoine a porté un toast. Il y avait un diaporama de la vie de Chloé. Et je ne plaisante pas, j'ai passé en revue chaque photo de ce diaporama que quelqu'un avait publié sous forme de courtes vidéos en ligne et j'étais exactement sur 2 d'entre elles. Les 2 étaient des photos de groupe où j'étais partiellement caché par quelqu'un d'autre. J'aurais pu être n'importe qui. J'aurais pu être un étranger qui s'était égaré dans le cadre. C'est cette nuit-là que j'ai arrêté de les suivre tous. Je ne les ai pas supprimés de mes amis, j'ai juste arrêté de les suivre. Je n'avais plus besoin de voir ça. Je connaissais déjà l'histoire. Je l'avais lu toute ma vie. Les semaines suivantes ont été difficiles. Je me suis plongé dans le travail, ce qui n'a pas été difficile car nous avions un gros projet, un complexe de bureaux dans le centre-ville qui dévorait toutes mes heures. Mais la nuit, quand tout devenait calme, les souvenirs refaisaient surface. Avoir 8 ans et regarder mon père lancer une balle de rugby avec Antoine dans le jardin pendant que j'étais assis sur la terrasse avec un livre. Avoir 16 ans lors de mon propre dîner d'anniversaire pendant que ma mère répondait à un appel téléphonique de 20 minutes du professeur de danse de Chloé. Ma remise de diplôme à l'université, à laquelle mes parents ont assisté mais qu'ils ont quitté tôt parce qu'ils avaient une réservation pour dîner. Sophia n'arrêtait pas de dire que je devrais peut-être parler à quelqu'un, un thérapeute, et je n'arrêtais pas de dire que j'allais bien. Je n'allais pas bien. J'étais fonctionnel, ce qui est différent. Fonctionnel signifie que l'on va travailler, que l'on mange ses repas et que l'on répond à ses emails. Bien signifie que l'on va vraiment bien. Je n'allais pas bien. J'étais juste très doué pour faire semblant. Un soir, Sophia m'a fait asseoir et m'a dit, « Léo, je t'aime, mais tu te promènes dans cet appartement comme un fantôme depuis 3 semaines. Tu parles à peine. Tu n'as pas touché à ta guitare une seule fois. Tu t'es couché à 20h30 hier soir. Ce n'est pas toi. S'il te plaît, parle à quelqu'un. » Alors, je l'ai fait. J'ai trouvé un thérapeute nommé Dr Fournier, un homme calme d'une 50aine d'années qui portait des cardigans et avait la voix la plus agressivement apaisante que j'ai jamais entendue. Et dès notre première séance, après que je lui ai raconté toute l'histoire, il a dit quelque chose qui m'a fendu l'âme. Il a dit, « Léo, vous ne faites pas le deuil de la perte de votre famille. Vous faites le deuil du fait que la famille que vous vouliez n'a jamais existé. Celle que vous continuez d'espérer, celle où ils vous remarquent. Vous valorisent et vous font de la place. Cette famille a toujours été un fantasme. Ce que vous aviez en réalité, c'était autre chose. Et tant que vous n'arrêterez pas de pleurer ce fantasme, vous ne pourrez pas commencer à faire face à la réalité. » Je me suis assis dans son bureau, j'ai fixé le plafond et j'y ai réfléchi pendant un long moment. Il avait raison. J'avais passé ma vie entière à passer des auditions pour un rôle dans une famille qui n'avait jamais eu de rôle pour moi. Et à chaque fois que je n'étais pas retenu, je me disais,
La prochaine fois. La prochaine fois, ils me verront. La prochaine fois, ils se souviendront. La prochaine fois, je compterai. Mais la prochaine fois n'est jamais arrivée. Cela n'a cessé de ne pas arriver, encore et encore, jusqu'à ce que j'ai 29 ans et que je me tienne devant un mur de photos en me demandant pourquoi je n'étais sur aucune d'entre elles. La thérapie ne m'a pas guéri du jour au lendemain. Le docteur Fournier m'avait dit que ce ne serait pas le cas, et j'ai apprécié son honnêteté. Il a dit, guérir de ce genre de choses n'est pas comme remettre un os cassé en place, où vous le mettez dans un plâtre et attendez 6 semaines. C'est plus comme réapprendre à marcher après avoir boité pendant si longtemps que vous avez oublié ce que l'on ressent avec une démarche normale. Certains jours, je me sentais bien, comme si j'avais déchiffré le code et était prêt à aller de l'avant. D'autres jours, je voyais une publicité où un père serrait son fils dans ses bras et je devais quitter la pièce. Mais j'ai continué. Chaque mardi à 16 h, je m'asseyais dans ce bureau et je parlais de mon enfance, des schémas répétitifs, de la façon dont j'avais passé toute ma vie à me faire tout petit pour rentrer dans un espace qui n'avait jamais été conçu pour moi. Le docteur Fournier m'a aidé à comprendre que la négligence de ma famille ne venait pas du fait que j'en étais indigne. Cela venait de leur incapacité. Mes parents avaient mis en place une dynamique très tôt. Antoine la star, Chloé la petite chérie, et ils n'ont jamais mis à jour le scénario. J'étais l'enfant discret du milieu qui ne réclamait pas d'attention, alors ils ne m'en ont jamais donné. Pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils étaient paresseux, émotionnellement paresseux, et à un certain point, mon invisibilité est devenue si normale pour eux qu'ils ne la voyaient sincèrement plus. Ma mère regardait probablement ce mur de photos tous les jours sans jamais se dire, tiens, Léo n'est sur aucune d'elles. Parce que dans son modèle mental de la famille, j'étais déjà une pensée après coup. Comprendre cela n'atténuait pas la douleur, mais ça m'a permis d'arrêter de m'en vouloir, et ce fut le premier domino. Le deuxième domino a été le travail. À cette époque, mon entreprise a décroché le plus gros contrat de son histoire. Une entreprise technologique construisait un nouveau campus dans les Monts d'Or, juste à l'ouest de Lyon, et il voulait quelque chose d'architecturalement ambitieux. On parle de structures en porte-à-faux, de toits végétalisés, d'une passerelle piétonne reliant 2 bâtiments au-dessus d'un ravin. C'était le genre de projet qui empêche les ingénieurs de dormir pour de bonnes raisons. Ma patronne, une femme nommée Pascal, qui était d'une compétence terrifiante, m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « Léo, je veux que tu diriges la partie structure là-dessus, dans sa totalité. » J'ai failli lui demander si elle avait le bon Léo. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce projet. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais à nouveau moi-même. J'esquissais des solutions à 2 h du matin. Je faisais des calculs de charge sous la douche. J'ai appelé Sophia du bureau un soir pour lui dire que je serais en retard et elle m'a dit « Léo, tu as l'air heureux. » Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. J'étais heureux non pas parce que je fuyais mes problèmes familiaux, mais parce que je courais vers quelque chose qui était à moi, quelque chose que j'avais construit de mes propres mains et de mon propre cerveau, dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite ou ignorer. Le projet a duré des mois, et pendant ce temps, j'ai grandi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pascal a commencé à m'inclure dans les réunions avec les clients, qui étaient généralement réservées aux associés principaux. J'ai présenté notre conception structurelle au PDG de l'entreprise technologique, un type nommé Julien, qui portait des baskets avec tout et posait des questions qui montraient réellement qu'il comprenait l'ingénierie. Après la présentation, il m'a serré la main et a dit « C'est la solution la plus élégante que j'ai vue pour un site comme celui-ci. » Pascal m'a dit par la suite que le client avait spécifiquement demandé que je reste en poste pendant toute la durée de la construction. Ce n'était jamais arrivé auparavant pour quelqu'un de mon niveau. Pendant ce temps, Sophia et moi devenions plus forts. Traverser des épreuves difficiles avec quelqu'un a cela de particulier que ça vous brise ou ça vous soude. Et nous nous sommes soudés. Elle a commencé à venir à certaines de mes séances de thérapie, non pas parce que nous avions besoin d'une thérapie de couple, mais parce qu'elle voulait comprendre ce que je traversais afin de mieux me soutenir. Le docteur Fournier a dit qu'elle était l'une des partenaires les plus intelligentes sur le plan émotionnel qu'il ait jamais vu. Et Sophia a répondu, Ben, évidemment, ce qui nous a fait rire tous les trois. J'ai aussi repris contact avec de vieux amis. Mon pote d'université, Thomas, qui travaillait dans l'architecture durable à Paris, est descendu pour un week-end et nous avons passé 3 jours à faire de la randonnée, à manger de terribles kebabs et à parler de tout. Je lui ai parlé de ma famille. Il m'a parlé de son divorce, dont je ne savais même pas qu'il avait eu lieu parce que j'avais été tellement absorbé par ma propre spirale.
Nous avons fait un pacte pour vraiment rester en contact. Et contrairement à la plupart des pactes de ce genre, nous l'avons tenu. Nous avons commencé à faire un appel vidéo mensuel qui incluait parfois Sophia et la nouvelle petite amie de Thomas, une céramiste nommée Inès, qui avait l'humour le plus pince sans rire de toutes les personnes que j'avais jamais rencontrées. Elle a un jour décrit un vase qu'elle avait fabriqué comme ayant l'air de traverser une crise existentielle. Et j'ai su que c'était une bonne personne. Pendant tout ce temps, ma famille faisait ce que ma famille fait toujours, exister sans moi. Je n'avais eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis presque 4 mois. Ni appel, ni SMS, pas même un message de groupe. C'était comme si j'avais déménagé sur une autre planète et que personne n'avait vérifié l'adresse de réexpédition. Une partie de moi en souffrait. Le petit garçon en moi qui voulait juste que sa maman accroche son dessin sur le réfrigérateur. Mais la partie d'homme adulte en moi, la partie qui dirigeait un projet majeur, allait en thérapie et construisait une vie qui valait la peine d'être vécue. Cette partie-là a compris que leur silence n'était pas un reflet de ma valeur. C'était un reflet de la leur. Vers le 5e mois, il s'est passé quelque chose. La mère de Sophia, une force de la nature prénommée Isabella, qui faisait des câlins comme si elle essayait de fusionner vos molécules, m'a invité à son barbecue annuel du 14 juillet. J'y étais déjà allé, mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, Isabella m'avait fait un badge qui disait le Léo, membre honoraire de la famille. Elle m'a présenté à ses voisins comme le compagnon de sa fille, le brillant ingénieur, ce qui m'a donné envie de ramper sous la table, mais a aussi en quelque sorte illuminé toute mon année. Son père, Francesco, a passé 1 heure à me poser des questions sur le projet du campus et a vraiment écouté mes réponses. Le frère de Sophia, Matteo, m'a mis au défi de jouer à la pétanque et s'est moqué de moi avec une telle affection que j'en ai presque été ému. C'est ce que l'on est censé ressentir en famille. Je me suis dit, pas parfaite, pas sans friction, mais présente, attentive, comme si tout le monde dans la pièce avait vraiment envie d'être là et voulait aussi que vous soyez là. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assis sur le balcon avec biscuits sur les genoux. Sophia m'a apporté une bière et s'est assise à côté de moi. J'ai dit, ta famille me donne le sentiment d'être plus remarquée en un après-midi que la mienne en 29 ans. Elle a répondu, c'est parce que tu es remarqué, Léo. Tu l'as toujours été, mais pas par les bonnes personnes. Quelques semaines plus tard, Pascal m'a convoqué à nouveau dans son bureau. Elle m'a dit que l'entreprise créait un nouveau poste d'associé principal, essentiellement un échelon en dessous de celui de partenaire, et qu'elle voulait me proposer pour le poste. Elle a dit que mon travail sur le projet du campus avait été exceptionnel et que plusieurs clients m'avaient mentionné par mon nom. La promotion s'accompagnerait d'une augmentation significative, d'une équipe plus grande et de mon nom sur les projets. J'ai dit oui avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. J'ai eu la promotion. J'ai fêté ça avec Sophia, Thomas et Inès lors d'un appel vidéo et avec Francesco qui m'a envoyé une bouteille de whisky avec un mot disant « Fier de toi, mon grand ». J'ai pensé à appeler mes parents. Les vieilles habitudes. L'impulsion a été là pendant environ 10 secondes avant de s'estomper. Ils ne comprendraient pas pourquoi c'était important. Ils me féliciteraient de cette manière plate comme ils le faisaient toujours, puis me parleraient de quelque chose que faisaient Antoine ou Chloé. Je n'avais pas besoin de ça. Je ne voulais pas de ça. Ce que je voulais, c'était exactement ce que j'avais. Des gens qui s'en souciaient vraiment, une carrière florissante. Un thérapeute qui m'aidait à démêler 30 ans de négligence émotionnelle. Un chat qui, malgré toutes les preuves du contraire, m'aimait, j'en étais presque sûr. Et une partenaire qui me regardait comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. Je faisais bien plus que survivre. Je grandissais et les personnes qui auraient dû être là pour le voir avaient fait leur choix il y a longtemps. J'étais enfin en train de faire le mien. 7 mois de silence. C'est le temps qu'il a fallu pour que ma famille remarque enfin que j'étais parti. Et honnêtement, la seule raison pour laquelle ils l'ont remarqué, c'est parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. C'était un mardi. J'étais au bureau en train de réviser des plans pour une nouvelle phase du projet de campus quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. Mon père, qui ne m'avait pas appelé personnellement depuis plus d'1 an, qui communiquait principalement par des grognements et un lien transféré de temps en temps concernant des outils. Henri m'appelait. J'ai failli ne pas répondre. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, regardant son nom clignoter. Puis j'ai décroché, car apparemment 29 ans de conditionnement ne s'évaporent pas juste parce que vous suivez une thérapie. J'ai dit, salut, papa.
Il a répondu, salut Léo, comment ça va? Des banalités. La météo, le stade toulousain. Puis, après environ 3 minutes de l'équivalent conversationnel d'un médecin qui réchauffe son stéthoscope, il en est venu au fait. Ta mère et moi pensons à vendre la maison. Le marché est bon en ce moment et nous voulons quelque chose de plus petit. Il a dit cela d'un ton désinvolte, comme s'il s'agissait d'une simple information. Mais est venue la suite. Le fait est que nous avons examiné les finances et qu'il nous manque un peu pour combler l'écart entre la vente d'ici et l'achat de l'appartement qui plaît à ta mère. Antoine vient d'acheter des parts dans un nouveau cabinet. Donc il est à sec. Et Chloé est toujours en train de s'installer avec son nouveau travail. Je suis resté assis dans ma chaise de bureau et j'ai attendu. Je savais où cela menait, mais je voulais qu'il le dise. Je voulais entendre les mots sortir de sa bouche. Il y a eu une pause. Puis il a dit, nous espérions que tu pourrais nous dépanner. Peut-être 30, 40 000. On te rembourserait. 30 à 40 000 euros. Aux fils dont ils avaient oublié l'existence. Aux gamins qui n'étaient sur aucune photo sur leur mur. Au type qui n'avait pas reçu de coup de fil pour son anniversaire. Il voulait 40 000 euros. Je n'ai pas explosé. Le docteur Fournier aurait été fier. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, papa, c'est beaucoup demandé. Il a répondu, je sais, mais tu t'en sors bien, non? Ta mère dit que tu as eu une sorte de promotion. La façon dont il l'a dit, une sorte de promotion. Comme si c'était vague et peut-être imaginaire. Comme si ma carrière était une rumeur dont il avait entendu parler. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Il a dit, bien sûr, bien sûr. Prends ton temps, mais l'appartement pourrait partir vite, alors le plus tôt sera le mieux. J'ai raccroché et je suis resté assis dans mon bureau pendant 20 minutes sans bouger. Ensuite, j'ai appelé Sophia et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, Léo, s'il te plaît, dis-moi que tu ne l'envisages pas vraiment. J'ai dit, non, mais j'envisage autre chose. Ce soir-là, Sophia et moi étions assis sur le canapé et je lui ai exposé ce à quoi j'avais pensé. Pas de vengeance, pas de plan calculé, mais quelque chose que je ruminais depuis que le docteur Fournier avait prononcé pour la première fois le mot aux limites. Je voulais avoir une vraie conversation avec ma famille. Pas un appel téléphonique, pas un message, une conversation en face à face, assis, sans échappatoire, où je dirais enfin tout ce que je portais en moi. Pas pour les blesser, pas pour les faire culpabiliser, mais pour leur dire la vérité clairement et calmement, afin que quoi qu'il se passe ensuite, cela se passe en toute connaissance de cause. Sophia a dit qu'elle était partante. Quoi que j'ai besoin, elle était là. Puis elle a dit, en as-tu parlé au docteur Fournier? J'ai dit, pas encore. Elle a répondu, commence peut-être par là. À ma séance suivante, j'ai parlé au docteur Fournier de l'appel téléphonique et de mon plan. Il a écouté attentivement puis a dit, je pense que c'est important, Léo, mais je veux que vous soyez préparé à quelque chose. Vous pouvez tout dire à la perfection. Vous pouvez être calme, clair et compatissant. Et il pourrait quand même ne pas vous entendre. Leur incapacité à vous voir n'est pas un problème que vous pouvez résoudre avec le bon discours. C'est un schéma vieux de plusieurs décennies. J'ai répondu, je sais, mais j'ai quand même besoin de le dire, pour moi. Il a hoché la tête et a dit, alors assurons-nous que vous le dites pour vous, et non pour leur réaction. Nous avons passé les 2 séances suivantes à travailler sur ce que je voulais dire, sans l'écrire mot pour mot car il a dit que ça me ferait paraître trop répété et que je perdrais mes moyens si je m'en écartais. Au lieu de cela, nous avons travaillé sur les vérités fondamentales, les choses que j'avais besoin de communiquer peu importe comment la conversation tournait, les faits de mon expérience, l'impact de leur comportement, ce que je voulais pour l'avenir, et surtout, ce que j'étais prêt à faire si rien ne changeait. J'ai aussi appelé Thomas parce qu'il est la personne la plus brutalement honnête que je connaisse, et j'avais besoin que quelqu'un me mette à l'épreuve. Je lui ai raconté tout mon plan, et il a dit, Léo, j'ai une question. C'est quoi ta limite pour partir? Genre s'il reste assis là à tout nier ou à te faire passer pour le méchant, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je pars. Il a dit, t'es sûr? Parce que s'éloigner de sa famille, ce n'est pas comme s'éloigner d'un mauvais rencard. C'est le genre de choses qui te pèsent sur la poitrine pendant des années. J'ai dit, ça me pèse déjà sur la poitrine, Thomas. Ça a été là toute ma vie.
Au moins de cette façon, c'est là à mes propres conditions. Il a fait une pause puis a dit, d'accord, mon frère. Alors fais-le. Et si ça tourne mal, Inès et moi descendrons en voiture et nous irons manger de terribles kebabs et tu pourras être triste avec des gens qui en ont vraiment quelque chose à faire de toi. C'est ça l'amitié. 2 semaines plus tard, j'ai appelé ma mère. J'ai dit que je voulais venir leur rendre visite. J'ai dit que je voulais parler à tout le monde, toute la famille réunie. Elle a semblé surprise puis ravie de cette façon superficielle qu'elle avait. Elle a dit, « Oh, ce serait merveilleux, Léo. Ça nous ferait très plaisir. » Elle n'a pas demandé de quoi je voulais parler. Elle a probablement supposé que je venais discuter de l'argent. Elle a commencé à parler de ce qu'elle préparait pour le dîner. J'ai pris la route un samedi matin. Sophia a proposé de venir, mais je lui ai dit que j'avais besoin de faire cette partie seule. Elle m'a embrassé à la porte et m'a dit, « Je serai juste là quand tu reviendras. Appelle-moi après. J'aurai du vin prêt. » J'ai dit, « Prépare plutôt du whisky. » Elle a demandé, « C'est si grave que ça ?» J'ai répondu, « Juste préparer. » Le trajet a duré 6 heures de moi en train de répéter, puis d'arrêter de répéter, et puis juste d'écouter de la musique en essayant de ne pas trop y penser. Je me suis garé dans l'allée vers 14 heures. La maison était toujours la même. Le jardin était en friche car mon père disait depuis 3 ans qu'il allait s'en occuper. La peinture de la boîte aux lettres s'écaillait. Tout à l'extérieur indiquait une stagnation confortable. Des gens qui avaient cessé de faire des efforts parce qu'ils pensaient que tout allait bien. Je suis entré et ils étaient tous là. Maman dans la cuisine, papa dans son fauteuil, Antoine sur le canapé avec Colette. Chloé assise en tailleur par terre, regardant son téléphone. C'était comme entrer dans un tableau qui n'avait pas changé depuis que j'avais 12 ans. Ma mère m'a pris dans ses bras et a dit, « Tu as l'air mince. Tu manges bien ?» Mon père a dit, « Eh, salut Léo. » Antoine a hoché la tête. Chloé a dit « Salut » sans lever les yeux. Je suis resté debout dans le salon. Le mur de photos était toujours là. 23 photos, 0 de moi. Je l'ai regardé une fois de plus et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Ni colère, ni tristesse, de la résolution. J'ai dit, j'ai besoin de parler à tout le monde. On peut s'asseoir ? Ma mère avait l'air confuse. Antoine avait l'air légèrement agacé, comme si j'interrompais un samedi de paresse. Mon père a mis la télévision en sourdine, ce qui était probablement le geste le plus spectaculaire qu'il ait fait depuis une décennie. Chloé a enfin levé les yeux de son téléphone. Je me suis assis sur la chaise en face de tous. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles. Mes paumes étaient moites, mais ma voix, quand elle est sortie, était assurée. J'ai dit, il y a quelque chose que j'ai besoin de vous dire à tous, et j'ai besoin que vous me laissiez finir avant que quiconque ne réponde. Pouvez-vous faire ça ? Ils ont tous hoché la tête, avec un air entre curieux et mal à l'aise. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. J'ai commencé par le mur. Je l'ai pointé du doigt et j'ai dit, il y a 23 photos sur ce mur. Je ne suis sur aucune d'entre elles. Et quand je l'ai remarqué la dernière fois que j'étais ici, maman, tu as changé de sujet et m'as demandé si je voulais du café. Personne dans cette pièce n'a jamais reconnu ce que ce mur dit sur la façon dont cette famille me voit. Alors ? Je le reconnais en ce moment même. Je n'existe pas dans l'histoire de cette famille et j'ai besoin que vous sachiez tous que je l'ai remarqué. Le visage de ma mère a affiché une expression complexe. Elle a regardé le mur, puis moi, puis à nouveau le mur comme si elle le voyait pour la première fois, ce qui d'une certaine manière était probablement le cas. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. J'ai dit, je n'ai pas fini. Il ne s'agit pas du mur. Le mur n'est que la chose la plus récente. Il s'agit de toute une vie. J'ai regardé mon père. Papa, tu as appris à Antoine à conduire dans ta voiture. Tu l'as emmené pêcher chaque été. Tu as passé des heures dans le garage avec lui à construire des choses. Quand ce fut mon tour, tu m'as dit de m'inscrire à l'auto-école. Tu ne m'as jamais emmené pêcher. Et c'est moi qui aimais vraiment construire des choses. Je suis ingénieur en structure, papa. Je construis littéralement des choses pour gagner ma vie. Y as-tu seulement pensé une seule fois ? La mâchoire de mon père s'est crispée. Il n'a rien dit.
Il s'est contenté de fixer la table basse comme si elle lui devait des excuses. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, tu as assisté à tous les matchs de rugby d'Antoine. À tous, sans exception. Moi j'avais des concerts avec mon groupe. Tu les as tous manqués sauf deux. Et de l'un d'eux. Tu es parti plus tôt. Chloé a eu une fête surprise pour ses 18 ans. Moi j'ai eu une carte cadeau. Tu ne m'as pas appelé pour mon anniversaire cette année. Tu m'as envoyé un texto à 21h47 parce que tu l'as vu sur Facebook. Je suis ton fils. Tu as oublié mon anniversaire. Les yeux de ma mère se remplissaient de larmes. Elle a dit, Léo, ce n'est pas juste. Je t'ai toujours aimé de la même façon. Et j'ai dit, maman, je crois que tu penses ça. Vraiment. Mais l'amour sans attention n'est pas de l'amour. C'est juste un mot. J'ai regardé Antoine. Tu ne m'as pas choisi comme témoin à ton mariage. Ton propre frère. Tu avais 4 témoins, et l'un d'eux était le cousin Mathieu, que tu vois une fois par an à Noël. Quand je t'en ai parlé, tu as répondu que je n'étais pas du genre à aimer être sous les projecteurs. Ce n'est pas une raison. Antoine. C'est une excuse. Et ça a fait mal. Antoine a bougé sur le canapé. Colette a posé sa main sur son bras. Il a dit, je ne pensais pas que ça t'importerait, mec. Tu ne sembles jamais te soucier de ce genre de choses. Et j'ai dit, oui, parce que j'ai appris très tôt que me soucier des choses dans cette famille ne me menait nulle part. Alors, j'ai arrêté de le montrer. Cela ne veut pas dire que j'ai arrêté de le ressentir. Puis j'ai regardé Chloé. Quand tu m'as appelé pour ta fête d'anniversaire, tu as dit que je ramenais tout à moi. Tu t'en souviens? Elle a hoché la tête, l'air mal à l'aise. J'ai dit, Chloé, je t'ai demandé quand était mon anniversaire, et tu ne le savais pas. Tu as deviné octobre. C'est le 14 août. Je connais ton anniversaire depuis que j'ai 4 ans. Tu as 26 ans et tu ne peux pas me dire de quel mois est le mien. Et tu m'as dit que j'étais l'égoïste. La lèvre de Chloé a tremblé. Elle a dit, je ne le pensais pas comme ça, Léo. J'ai dit, je sais que tu ne voulais pas être cruel, mais c'est presque pire. Tu n'essayais pas de me blesser. Tu n'avais sincèrement pas assez pensé à moi pour en savoir plus. C'est bien là tout le problème. La pièce était silencieuse. Ma mère pleurait doucement. Mon père fixait toujours la table basse. Antoine se frottait la nuque. Chloé clignait rapidement des yeux. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour vous faire sentir mal. Je suis venu ici parce que papa m'a appelé il y a 2 semaines et m'a demandé 40 000 euros. Et j'ai réalisé que la seule fois où quelqu'un dans cette famille me contacte, c'est quand il a besoin de quelque chose. Pas parce que je lui manque, pas parce qu'il veut savoir comment je vais, mais parce que je suis utile, et j'en ai fini d'être utile à des gens qui ne me voient pas. Mon père a fini par prendre la parole. Il a dit, donc, tu ne vas pas nous aider pour la maison. Et je jure que j'ai failli rire parce que même à ce moment-là, après tout ce que je venais de dire, sa première réaction a été à propos de l'argent. J'ai dit, papa, as-tu entendu un seul mot de ce que je viens de dire? Il a cligné des yeux et a dit, bien sûr que oui. J'ai dit, alors ta première question ne devrait pas concerner un chèque. Ma mère est intervenue, la voix brisée. Elle a dit, Léo, nous t'aimons. Tu es notre fils. Je ne comprends pas d'où vient tout ça. Et j'ai dit, ça vient de 29 ans. Maman. Ça vient d'une vie entière à avoir été ignorée et d'un mur plein de preuves que vous n'avez même pas réalisé être des preuves. Je ne doute pas que vous m'aimez d'une manière abstraite. Mais l'amour abstrait n'est pas présent. Il n'appelle pas. Il n'accroche pas ta photo au mur. Antoine s'est penché en avant et a dit, d'accord, alors qu'est-ce que tu veux? Quel est le but ici? Tu veux qu'on s'excuse? Et j'ai répondu, honnêtement, Antoine, je ne sais pas si des excuses changeraient quoi que ce soit en ce moment. Ce que je veux, c'est que vous compreniez pourquoi j'ai été distant. Ce n'est pas parce que je suis asocial. Bizarre ou difficile. C'est parce qu'être avec cette famille me fait me sentir invisible. Et j'ai décidé que je préférais être seul et vu par les personnes qui me regardent vraiment, plutôt qu'entouré d'une famille qui regarde à travers moi. Chloé pleurait à chaudes larmes maintenant. Elle a dit, Léo, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû connaître ton anniversaire.
J'aurais dû t'appeler plus et j'aurais dû t'apprécier à ta juste valeur. De tous ceux présents dans la pièce, Chloé a été la première à vraiment s'excuser sans chercher de circonstances atténuantes. Pas de « mais », pas de « je ne voulais pas ». Juste un « je suis désolé ». J'ai dit « merci, Chloé. Je le pense vraiment ». Ensuite, je me suis levé. J'ai dit « je ne coupe les ponts avec personne. Je ne fais pas de déclaration dramatique, mais je vous dis que la dynamique que nous avons eue toute ma vie est terminée. Si vous voulez une relation avec moi, elle doit être réelle. Cela veut dire m'appeler, me poser des questions sur ma vie. M'inclure. Pas seulement quand vous avez besoin d'argent ou d'un invité de plus à une fête. Si c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire, j'y suis ouvert. Si ce n'est pas le cas, alors je pense que nous savons tous à quoi nous en tenir. Personne n'a rien dit pendant un long moment. Ma mère s'est levée, m'a pris dans ses bras et a sangloté sur mon épaule pendant ce qui a semblé être 5 minutes. Mon père est resté sur sa chaise, mais il m'a regardé, m'a vraiment regardé et a dit « Je ne savais pas Léo. Je ne savais pas que c'était si grave. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'il le pensait. Il ne le savait sincèrement pas, car il n'avait jamais pris la peine de faire attention. Je suis parti cet après-midi-là. Je ne suis pas resté pour le dîner. Je n'étais pas encore prêt pour ça. Le trajet de retour a été silencieux, mais différent de la dernière fois. Je ne me sentais pas vide. Je me sentais plus léger, comme si j'avais posé une valise que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. C'était il y a 4 mois. Voici ce qui s'est passé depuis. Chloé m'appelle une semaine sur 2 maintenant. Elle me pose des questions sur le travail, sur Sophia. Elle a envoyé à Biscuit un jouet à l'herbe à chat sans aucune raison. Nous ne sommes pas encore proches, mais nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Antoine m'a envoyé un long message environ 1 mois plus tard. Pas très éloquent. Ce n'est pas son truc, mais il disait que j'avais raison et qu'il était désolé pour le mariage. Il a dit que si lui et Colette renouvelaient un jour leurs vœux, je serais son témoin. Nous nous parlons de temps en temps maintenant. C'est gênant, mais c'est réel. Ma mère appelle tous les dimanches. Elle s'est souvenue de mon anniversaire cette année et a appelé à 8h du matin, pas à 21h47. Elle a démonté le mur de photos et le refait. Elle m'a envoyé une photo du nouveau mur en cours de réalisation. Il y a déjà 3 photos de moi. Mon père est toujours mon père. Il ne se transforme pas en un film à l'eau de rose. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un colis. À l'intérieur se trouvait un ensemble de crayons à dessin, très chers, du genre que les ingénieurs en structure utilisent. Le mot de son écriture disait « J'aurais dû faire plus attention. Ceux-ci sont pour le gars qui construit des choses. » Je garde ces crayons dans le tiroir de mon bureau au travail. Je ne leur ai pas donné l'argent pour l'appartement. Ils se sont débrouillés tout seuls, ce dont ils ont toujours été capables. Quant à moi, je vais bien. Je vais mieux que bien. Le projet du campus a été achevé le mois dernier et a remporté un prix régional de design. Pascal a mis mon nom en premier sur la soumission. Sophia et moi avons adopté un 2e chat, une chose orange et ébouriffée nommée Croton qui terrorise Biscuit et dort sur mon visage. Thomas et Inès viennent nous rendre visite le mois prochain. Francesco m'a envoyé une autre bouteille de whisky pour célébrer le prix, avec un mot qui disait juste « Fier de toi, mon grand ». J'ai passé 29 ans à être invisible pour les personnes qui étaient censées me voir en premier. J'ai perdu beaucoup de temps à attendre qu'elles se retournent. Mais voici ce que je sais maintenant. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous regarder. On ne peut que décider de ne plus rester dans une pièce où personne ne regarde. Et une fois qu'on entre dans une pièce où les gens nous voient vraiment, où ils connaissent notre nom et notre date d'anniversaire, les choses qu'on a construites et celles que l'on construit, on réalise que l'ancienne pièce n'a jamais été notre place. Je m'appelle Léo. J'ai 29 ans. Je construis des choses pour gagner ma vie. Et pour la première fois de ma vie, la chose que je suis le plus fier de construire est une vie où je ne suis plus invisible. Commentaire, je voulais partager une pensée avec vous après cette histoire. Souvent, nous attendons que les autres nous accordent la valeur que nous méritons. Mais le vrai changement commence quand nous décidons de nous valoriser nous-mêmes en premier. Poser des limites saines n'est pas un acte de rejet, mais un profond acte de respect et de bienveillance envers soi. Nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous sommes responsables de notre propre guérison.
Il s'agit d'apprendre à choisir les personnes qui nous choisissent en retour, sans hésitation. La gentillesse la plus importante est celle que nous nous offrons à nous-mêmes. Le but n'est pas de gagner une dispute, mais de trouver sa propre paix intérieure. Cette paix est le fondement sur lequel nous pouvons construire une vie authentique. Je vous souhaite de tout cœur de trouver ou de créer cet espace où vous êtes pleinement vu et apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.